Salut Aurel. Salut Jérém. Salut William. Salut William. Bonjour à vous deux. Ça va ? Ça va, impeccable. Ouais, impeccable. le voyage de Morteau à Bordeaux s'est bien passé ? Bon, très bien, très bien. Ouais. C'est rapide, en train, ça va. Ouais, ça se fait bien. Bon, qu'est-ce que tu portes ? La fameuse question. Ouais, on est obligé de commencer par celle-ci. Alors, je porte une Navigraphe Marine Nationale. Donc Ok, une sortie récente. Sortie tout à fait récente, effectivement, avec un partenariat un petit peu sympa. Et une Navigraphe donc revisitée aux couleurs de la Marine C'est Nationale. un de tes modèles préf de la collection, la Navigraphe ou... Non, pas spécialement. Après, c'est vraiment un modèle iconique de la marque, qui a ses particularités. Et puis, c'est vrai que le partenariat avec la Marine Nationale est plutôt sympa. Ouais, puis il est mythique chez les marques. Il est mythique. Voilà, ça fait 2 ans qu'on est partenaire officiel, donc ouais, c'est un truc sympa. Vous l'avez été aussi avant, historiquement Non, pas avec la Marine Nationale. Avec l'armée de l'air, non, la Marine Nationale, c'est plutôt récent. Ok. Ouais, Voilà. je Il y avait pensais jamais qu'il rien était dans ma tête, il y en avait eu. Non, il n'y avait jamais rien de fait avant qu'on soit partenaire. Ok. Bon. Mais merci d'être là en tout cas. Ah bah, avec plaisir. On est avec content. Ouais, C'est le nouveau format. Nouveau format, l'interview. plaisir. T'es le premier. Ouais. Ah bah attends, c'est bien On d'ouvrir. voulait commencer avec des gens qu'on connaît déjà. J'ouvre un le peu, bal, alors. voilà, Ouais, c'est ça. pour garder la convivialité du format. T'auras la primeur de ce format. Ah bah, Ouais, c'est beau. bien. C'est beau. On va passer à des questions un peu traditionnelles. Ouais, La présentation. la petite présentation. présentation, ouais, Au le moins. parcours un peu, je sais que ça peut intéresser les gens de Parcours depuis savoir. Avant Yema, déjà, qu'est-ce que tu faisais avant Yema Bon, et quand est-ce que tu es arrivé dans l'aventure ouais, bon, j'ai 36 ans, déjà, Ouais. on commence par les bases. Ouais, c'est un bon début T'es pas le plus vieux. Ouais. sur ce canapé. On Voilà. commence à Et avoir moi des cheveux non blancs plus. quand même. Ouais, On ouais. commence à avoir des cheveux blancs. Et toi non plus, il en reste un. J'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé 10 ans chez Xerox. Ok. Donc rien à voir avec l'horlogerie, mais je suis plutôt fidèle, donc je suis resté pas mal de temps. Je suis rentré d'abord en tant que commercial, puis ensuite je suis passé chef des ventes. Ok. Et après, à l'orée, je crois que je devais avoir 29 ans, j'ai eu l'opportunité donc de rejoindre le groupe Ambre, donc la maison horlogère de Morteau, qui est propriétaire de la marque Lema. Et je suis rentré... quasiment un petit peu au culot, c'est-à-dire que moi j'étais déjà passionné par les montres, j'étais déjà passionné par la marque Yema avant d'intégrer le groupe, et en fait je voyais que la marque elle était en pleine recherche, en pleine restructuration. Qu'il y avait un twist, un changement. Ouais, qu'il y avait un twist, qu'il y avait un changement, et puis surtout j'étais convaincu qu'il y avait un potentiel énorme, et du coup en fait j'ai envoyé un mail. Envoyé un mail, mais un truc Ouais, un peu... t'as pas répondu à une offre. Non, il n'y avait pas d'offre, Ouais. il y avait pas d'offre, il y avait rien, mais j'ai envoyé un mail un peu construit avec ce que je pensais, et puis ça a matché, j'ai été amené à rencontrer la direction actuelle, et voilà, ça s'est fait C'était comme il y ça. a combien de temps ça ? Il y a 6 ans. Ok. Donc T'es ça pas fait du tout 6 de la ans. région. Comment ? T'es pas du tout de la région. Pas non. du tout. Ouais. Bah non, moi je suis parisien, enfin région parisienne depuis toujours. Ok. Donc non, pas du tout de la Et région de donc, Morteau. Donc j'ai découvert... Le twist Paris-Morteau, il est compliqué ou pas ? je suis toujours parisien. Ouais. Je suis toujours parisien. T'es pas tout le temps à... Non, j'essaie d'aller à Morteau assez souvent, mais par contre j'ai découvert quoi. J'ai découvert Morteau après forcément avec le job, et je dirais pas que j'en suis tombé amoureux, mais en tout cas ça a été Il y a quelque chose quand même. voilà, ça a été un joli coup de cœur, et puis c'est surtout voilà, c'est la région horlogère française, ça il y a des gens qui le savent peut-être pas. Toi qui es venu, t'as vu qu'on est à quelques kilomètres des grandes maisons horlogères. C'est ce qu'on disait dans la vidéo sur la Urban Field là, par rapport au Calypse Elita. Au final, la manufacture Elita, elle a combien de temps ? C'est 10 minutes. Ouais, voilà, 15 c'est ça, j'ai minutes. dit 10 bornes dans la vidéo, mais Non, c'était ça quoi. Toutes les C'est- grandes maisons sont à 10-15 minutes pour celles qui sont juste à côté de chez nous. Donc voilà, donc ça m'a permis après de justement en tant que passionné à la base de monde comme on l'est tous, moi j'ai mis un peu les pieds sur le terrain entre guillemets et derrière le rideau dans les coulisses, et donc c'est ça qui m'a Et t'es rentré à quel poste chez Yema il y a 6 ans ? Alors au tout départ, je suis rentré en tant que directeur commercial. D'accord. Parce que c'était justement mes capacités et le job que j'avais auparavant. Mais en fait, très vite, justement dans la restructuration, je suis devenu directeur de marque. Ok. Alors j'enchaîne parce que c'est une question qui me tient à cœur. Et on l'entend souvent, et moi-même je suis pas sûr de savoir exactement c'est quoi un directeur de marque. Ah, donc la transition était bonne alors. Ouais, elle était pas mal. Ouais. C'est quoi C'était une perche.
Ouais, c'est ça. En fait, c'est assez large, bien sûr, mais je m'occupe de tout ce qui touche de près ou de loin à l'image de la marque. D'accord. Donc ça va être aussi bien du rédactionnel sur le contenu web ou digital sur les réseaux sociaux, ça va aussi bien de la distribution, la preuve, on a commencé à travailler ensemble il y a 6 ans. D'ailleurs, je remercie Aurel parce que ça a été une des premières boutiques à nous faire confiance après la relance. Les produits, j'interviens même aussi parfois donc, sur les produits, sur les décisions qu'il y a à prendre, etc. avec la direction. C'est assez central comme. T'es le capitaine, t'as le brassard. C'est un peu ça. Voilà, il y a un propriétaire, il y a son fils aujourd'hui. Mais t'insuffles la voix sur le terrain. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui touche de près ou de loin à la marque et à son image, quoi. Et tu t'épanouis ? Oui. Surtout une marque comme Yema, il y a des... Alors, je réponds souvent que c'est quand même compliqué Souvent, on se dit, j'aime ce que je fais, donc forcément, c'est plus facile de travailler. Oui. Maintenant, travailler de sa passion, c'est pas forcément ce qui est le plus simple. Parce qu'en fait, pourquoi je dis ça ? Quand on est passionné, on n'aime pas faire des concessions. Et pourtant, la vie d'une entreprise, c'est parfois faire des concessions. Et ça, du coup, c'est là où... Alors aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais au départ c'est vrai que c'était un petit peu difficile parce que quand tu arrives et que toi tu es passionné, tu voudrais que tout soit comme tu l'entends. Comme tu l'entends, ouais. Voilà. T'es pas prêt à dire non, faut lâcher ça pour avoir ça. Voilà. J'ai vendu du Komono, mais à un moment donné, si tu veux que la boîte existe, il faut vendre. Voilà. T'es obligé de faire des concessions pour les jours à venir. L'entrepreneuriat c'est des choix et la passion c'est sans concession. Du coup, marier les deux, c'est ça. Donc c'est hyper intéressant, c'est génial parce que forcément je prends du plaisir tous les jours. Après effectivement il y a des fois c'est compliqué parce que t'es tellement passionné justement que ta passion prend le dessus, quoi. Ouais, après moi je trouve que ça fait du sens pour une marque comme Yema d'avoir un directeur de marque qui vient de la passion horlogère, qui était passionné par la marque, parce que vous êtes quand même une marque de passionnés. Votre image, elle est basée quand même beaucoup là-dessus. C'est là où je rends, on en parlait tout à l'heure en off, mais c'est là où je rends justice à Pascal Boll et à son fils Christopher Boll, qu'on fait le choix aussi à un moment donné de se dire, effectivement, on s'entoure de personnes qui aiment la marque pour pouvoir la faire revivre et voir ce qu'on peut en faire, etc. Et après, il y a moi effectivement aujourd'hui au sein de la structure, mais par exemple il y a toute la communauté. C'est vrai qu'Yema, on a une communauté de passionnés importante et on s'appuie énormément sur eux pour justement il va y avoir la voix de la direction dont tu parles, va y avoir la tienne, va y avoir la voix de la communauté. C'est tout ça qui fait avancer la marque. Voilà, c'est ça, c'est avoir un maximum de retours, être proche. Je pense qu'être proche de ses clients c'est hyper important, même si encore une fois c'est pas forcément toujours facile. Et puis on peut jamais satisfaire tout le monde. Et puis tu peux pas satisfaire tout le monde. C'est impossible. Il faut en faire il faut en faire deuil parce que moi pendant des années j'ai essayé de satisfaire tout le monde et tu peux pas. Compliqué, hein. C'est compliqué. Hein. Non mais c'est des choix quand tu es chef d'entreprise qui sont importants et puis tu dis j'ai envie de faire ça pour cette partie-là de mes clients, j'ai envie de faire ça pour les autres, mais à un moment donné il faut choisir. Je pense qu'il faut écouter un peu tout le monde et après avoir une ligne directrice, c'est ta marque, c'est ta boîte, c'est à toi aussi de faire des choix, quoi. Mais après ce métier chez Yema, il serait pas le même chez Seiko ou chez Hamilton ou en fait là ton métier il doit être hyper passionnant, mais c'est pas le métier d'un brand manager classique, je pense. Que là mais parce que Yema n'est pas une maison classique aussi. Oui, parce qu'on reste quand même une structure à taille humaine. C'est combien de personnes Yema juste pour c'est une 60aine de personnes aujourd'hui. Et c'est pas que à Morteau? Non, c'est pas que à Morteau, on a aussi une entité à Maurice, à l'île Maurice. Puisqu'en fait Pascal avait à l'époque, parce que certains ne savent pas, mais à Maurice il y a aussi une culture horlogère existante, et donc Pascal avait ouvert une entreprise à l'époque pour faire des mouvements quartz à l'île Maurice. Et puis au fil des années il a gardé une entité là-bas, et aujourd'hui donc l'entité là-bas c'est uniquement tout ce qui est web, développeur, l'équipe digitale, et les commerciaux qui sont aussi en ligne sur notre site internet. Sur yema.com, quand on a besoin d'un conseil, c'est Maurice que ça c'est des vraies personnes, et toi t'es obligé d'y aller tous les mois. Et quand même il faut aller les voir et un peu les manager. Toi tu choisis quoi? T'es chez Yema et t'as ton
bureau, il est soit à Maurice, soit à Morteau. Ou à Paris. Non, j'aimerais bien, mais je vais plus à Morteau qu'à Maurice. Je vais plus à Morteau qu'à Maurice parce que ça reste, à Morteau c'est la production, donc c'est là où. Bien sûr, c'est là où ta place est plus. Voilà, c'est là où c'est plus intéressant. Et donc cette passion des montres, elle vient d'où ? Elle est née, je devais avoir 23 ans, parce que donc je faisais une école de commerce, mais je faisais aussi de l'alternance, donc j'ai commencé à travailler plutôt tôt. Et dans le métier que je faisais en tant que commercial, souvent on avait un beau costume, une belle montre. Et ça fait partie de l'attirail un peu. Ouais, ça fait un peu partie de l'attirail. Alors je me suis pas senti obligé, mais j'ai dit tiens, je vais m'acheter une belle montre. Et moi, j'ai toujours aimé les belles choses, les choses anciennes, etc. Et donc, je me suis dit, je vais acheter une montre de son Gaudemont, quoi. Mais comme ça, vraiment sans rien savoir. Et je me dis, je voulais un truc un peu vintage, etc. Et donc, j'ai acheté une première montre. Je m'en souviens, je l'ai plus aujourd'hui, je l'ai revendue. Mais c'était une Hamilton Viewmatic. Ok. C'est tout à fait c'est un bon démarrage. C'est un hasard total, le cadran gris gaufré, là, argenté. J'avais acheté ça. Et en fait, comme je l'avais acheté de seconde main, je l'avais acheté certainement à un collectionneur, un passionné. C'était une personne qui devait avoir, je sais pas, une quarantaine d'années, qui avait plein de montres. Et en fait, quand j'ai acheté cette montre, on a discuté. Et en fait, je me suis dit, mais tiens, c'est marrant. En fait, il y a un monde derrière la seconde main. Il y a des montres, il y a des marques. Il y a des histoires, il y a des anecdotes, etc. Et donc, je me suis plongé là-dedans. Et ça m'a plu. Et puis derrière, j'ai commencé à acheter des montres vintage toujours. De différentes marques. Ouais, ça t'avait piqué à ce moment-là. Ouais, voilà. C'est tard quand même. C'est pas ton père ou c'est pas un truc ou c'est pas de famille. Non, j'ai toujours porté une montre parce que je trouvais que c'était. Même quand je me souviens quand j'étais enfant, je portais toujours une montre parce que je trouvais que c'était l'accessoire masculin, mais sans rien y connaître. Oui, voilà. Et voilà. Et non, aucune transmission. Enfin, j'avais pas un père qui était plus intéressé que ça par les montres. Ton père était pas un énorme collectionneur Yema et t'a mis dedans et tu t'es dit un jour je travaillerai chez Yema. C'est l'histoire qu'il voulait entendre. C'est ça que je voulais savoir. C'est vrai qu'avec Yema, cette histoire, à partir de maintenant, tu raconteras cette histoire. Parce qu'avec Yema, c'est souvent ça en plus. On a souvent un grand-père. Il y a des histoires de famille. C'est souvent comme ça, mais moi, pas du tout. C'est venu assez tard, les montres. Et du coup, cette passion, donc tu t'achètes cette Hamilton, ensuite tu en achètes d'autres, et à quel moment tu rencontres Yema ? À quel moment tu as une Yema dans les mains ? Assez vite quand même, je pense qu'en fait je recherchais tellement de choses, en seconde main justement on recherche un maximum de choses, de montres spécifiques, on veut des montres un peu rares, et voilà, et donc je cherchais et en fait je suis tombé sur un Superman. Ça a été, et comme beaucoup, alors là pour le coup, là je rentre dans l'histoire du puriste Yema, mais je suis tombé sur une Superman et j'ai dit mais c'est quoi cette montre quoi ? Les proportions c'était super, on était sur une petite taille, une gueule incroyable, il y avait ce fameux bloc lunettes qui est un peu différenciant, elle a une identité. Ça a une identité fou. Bien sûr. Et donc je me suis dit, je veux absolument cette montre. Et après, forcément, en achetant cette montre, je me suis intéressé à la marque. Et là, ça a été un puits sans fond. C'est-à-dire que Yema, pour une marque comme celle-ci, il y a beaucoup de modèles iconiques, entre la Navigraph, la Rallygraph, les Yachting Pour une marque qui n'est pas si vieille, c'est ce qu'on se dit souvent. C'est ce qu'on dit souvent. Vachement en intro, on le dit dans l'autre vidéo, on dit... une marque historique, mais en fait 1948 pour l'horlogerie, si on compare par exemple à LIP, c'est pas si vieux. LIP est 2 fois et demi plus vieux que Yema. Et pourtant t'as le même nombre d'icônes en face quoi. Le vintage LIP est énorme aussi, mais Yema, nous on en voit passer en vintage, on se dit ils ont fait ça Yema, mais c'était sacrément mignon. Voilà, et c'est ça. Et en plus c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans la marque, c'est que tu avais des modèles iconiques, mais en plus qui sont vachement identifiables, vachement reconnaissables. Tu vois des Rallygraph ou des Yachting Graph, ça a un design très particulier. Et puis c'est emprunt à personne. C'est emprunt à Superman, c'est une Superman. Bien sûr, il y a toujours le gars qui va dire ça ressemble à la Sub, mais bon. Bah oui, mais parce qu'elle a une lunette tournante et une. Alors là, toutes les plongeuses se ressemblent. Tu peux rien pour toi. Tu peux rien pour lui. Parce que le bloc lunette, avec tout ça, la première fois que tu le vois, tu fais. Donc et puis après l'histoire riche aussi, parce que ça a été la première montre française dans l'espace. Première plongeuse française. Première montre de série française étanche 300 mètres. La mission de Jean-Louis Etienne au pôle Nord, il y a tout un tas de choses qui font que c'est assez historique. La Yachting Graph, moi je trouve, t'en as parlé là, c'est une bombe atomique, même en termes de complications. Donc après, et puis le côté français.
mine de rien. On n'en a pas parlé, mais le côté français, moi j'étais content. Par exemple, avec la Superman, tu avais une montre qui était 100% française. Entre le mouvement, c'était du français Bosch, le 5611 sur la Superman 5307, parce que c'est ça là dont je parle avec les index ronds. Donc voilà, et puis le côté français. Je me suis dit, tiens, et c'est le marrant. Côté aussi abordable, parce que Yema, c'est ça la force. Aussi. Non, mais c'est vrai, parce que les plongeuses de ces années-là, tu t'en as qui sont historiques un peu pareil, mais qui vont coûter 3 ou 4 fois plus cher. Ouais, non, mais je rigole parce que c'est à cause d'un seul mail qu'en fait tout le vintage maintenant est inachetable en Yema. C'est à cause de toi. Mais c'est pas à cause de moi. Alors, c'est un mail. C'est un mail. C'est ce gars-là, les gars. Une Superman, ça coûtait même pas 500 € d'occasion et maintenant c'est 1000 balles quoi. Ouais, et encore t'es gentil là. Ouais, je suis gentil. Ça commençait déjà, moi. Ça commençait déjà à monter. Il y a eu. Avant moi, il faut rendre à César ce qui appartient à César, mais avant moi, il y avait quand même déjà une communauté de passionnés. Bien sûr. Mais la marque était... En fait, je trouve que le passé, le présent ne reflétait pas du tout le passé. Il y avait... le Yema, que toi t'arrives, le Yema Superman années 90-2000, avec la Superman 300 qui fait 48 de large et 5 de haut. Je l'ai vendu, j'étais content de la vendre pour raconter un petit bout d'histoire Yema, mais on était loin de la Superman. Le bloc lunette il était en acier et il était, c'était une tranche de steak. Ouais, non, mais 2000-2010, il y a eu des années plus complexes pour la marque. Effectivement, et donc c'est pour ça qu'après on a voulu se reconcentrer sur l'ADN même de la marque. Et toi, c'est vraiment à ce moment-là que t'es arrivé en fait. Et t'as contribué au fait de dire on va repartir sur les modèles historiques et faire de la réédition. C'est ça. Après, il faut que tu aies un patron qui soit à l'écoute aussi. C'était leur volonté. C'était leur volonté de se dire, en fait, voilà, on a quand même une marque historique dans les mains. Il faut qu'on refasse des choses qui ont du sens. Voilà, c'était leur volonté. Mais ça a été fait en bonne intelligence. Ils auraient pu te dire non, c'est très bien, on va y aller, mais on va y aller à demi, quoi. Enfin, tu continues un petit peu comme c'était avant, mais un petit peu mieux. Mais là, vous avez fait. Il y a eu une vraie transition. Il y a eu une vraie transition. Et puis, est-ce que c'était le retour de la Superman héritage, le début de la transition ? C'est ça, c'est celle-ci qui a lancé. Ce qui marque un peu oui, tout à fait. Pour beaucoup, ce qui marque un peu, c'est la Superman héritage, qui est passé en mouvement état à l'époque. Ouais, tout à fait. Puis c'est et puis aujourd'hui avec notre calibre maison. Donc en Superman 500, qui était un beau twist, ça. Très belle montre. Nous on l'a eu, on a eu beaucoup de plaisir à la porter. Mais comme quoi la Superman elle est souvent à la base de tout. Bien sûr. C'est pour la non, et puis il y a eu sur la réédition de la Superman dès le début une fidélité de dingue à l'original. Nous on a des clients qui sont venus. Avec on a passé des moments incroyables avec des clients, notamment un qui avait l'original donné par son père et qui a offert à sa fille de 12 ans la nouvelle. Il avait ramené l'original et on était comme ça et il s'est dit c'est trop bien parce que là j'ai vraiment l'impression qu'elle a la montre de son grand-père. En même temps je veux pas qu'elle l'ait parce qu'elle est un peu jeune et c'est une pièce de famille et ça perpétue l'histoire quoi. Moi ça m'a fait ça aussi parce que donc moi je l'avais en vintage. Et forcément, le vintage, on en a une utilisation différente d'une montre moderne. Et en fait, quand l'héritage est arrivé, en fait, je me suis dit, c'est quand même cool d'avoir la même montre, mais de pouvoir les plonger avec, de pouvoir aller, pouvoir tout faire avec. C'est un régal. Nous, on le dit souvent. Nous, on est pour les réinterprétations. On est aussi pour les réinterprétations modernes. Mais avoir une montre vintage dans les proportions du vintage comme elle était, mais se dire celle-là, j'ai un saphir, j'ai un mouvement je peux vraiment l'utiliser, c'est un pur bonheur. C'est parce que du coup moi après forcément j'ai porté plus de moderne après avec la fonction que j'avais, mais du coup j'y ai trouvé du sens aussi parce que c'est quand même sympa après d'avoir des pièces qui ont des clins d'œil au passé comme tu disais, mais avec lesquels tu peux t'amuser tranquillement quoi. Moi je fais une transition comme on parle du passé. On voulait te poser la question, comment tu vois Yema dans 5 ans ? Le futur. Le futur. C'est difficile à se projeter. Alors après, c'est vrai qu'on est en pleine transition de nouveau. Comme vous le savez, on tend vers la manufacture. On essaye un maximum maintenant d'usiner certaines pièces chez nous. On est venu voir ça même. Voilà. On a vu de nos propres yeux. Tout à fait, de nos futurs mouvements. Donc comment je la vois dans 5 ans ? J'espère qu'on arrivera à avoir cette assise
vraiment reconnue par les Français, mais aussi à l'international, comme une vraie maison horlogère indépendante, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on est complètement indépendant, il n'y a pas de financier derrière, il n'y a pas de groupe derrière, donc c'est ça qui est intéressant. C'est une notion dont on n'a pas parlé, mais qui est importante chez Yamaha. Et qui ne sortira principalement, parce qu'il y aura toujours des à côté, mais des montres manufacturées à Morteau avec un calibre Morteau, quoi. Donc ça c'est quelques éléments en Suisse quand même. Il y aura toujours. Malheureusement aujourd'hui. Tu penses que c'est impossible de faire tout à Morteau? Ouais, c'est impossible. Les organes réglants, t'es obligé de faire chez les Suisses. Il n'y a plus le savoir-faire en France, il n'y a plus les structures en France. Donc malheureusement. Après, ça choque personne le franco-suisse. Il n'y a personne qui dit quoi, tout n'est pas fait à Morteau. Il y a une partie qui est faite en Suisse. En Suisse, Vraiment. Eux. Et les montres. C'est toujours un côté compliqué le Made in France, parce qu'il y a quand même des gens qui veulent savoir d'où viennent les pièces, etc. et qui voudraient que ça soit complètement français. Et en fait, là, il faut refaire toute l'histoire, quoi. C'est-à-dire que par rapport à cette question-là, il faut prendre tout en compte, la crise du quartz, tout ce qui s'est délocalisé et a fermé en France. Il faut aussi que les pendant gens ce temps-là, la Suisse, que ça coûte de l'argent de tout faire en France aussi, parce que nous on a beaucoup de gens qui cherchent des montres françaises 100%, mais et qui ont 400 € de budget. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est que si vous faites tout, ça va être possible, mais alors faut poser beaucoup d'argent sur la table, je pense. Toi, dans ton métier, tu travailles avec moi je t'ai donné une vision à 5 ans, mais vous travaillez avec une vision à quel, c'est quoi, 2 ans, 1 an, vous travaillez, toi quand tu travailles sur la marque, on est sur du N+1 généralement. Du court terme. Même si on a alors attention, t'as une vision. On a une vision à long terme, par exemple sur les mouvements, par exemple de faire un mouvement manufacture, on sait que ça va nous apporter beaucoup dans les années futures. Par contre, Mais là, toi, ton job, c'est plus court. Tout à fait, bien sûr. D'accord. Bon, on va revenir un peu plus sur toi. On t'a demandé d'amener quelques pièces avec toi qui étaient importantes. T'en as amené combien? J'en ai amené 3. Ok. Tu m'avais dit, alors il y a quelque chose où je t'ai pas vraiment écouté. C'est pas grave. Tu m'avais dit de ramener des montres en toujours avec différentes marques. J'ai ramené que du Yamaha. Je suis désolé, j'ai pas pu m'empêcher. Faut que ça te corresponde. Donc, on va les découvrir. Ouais, carrément, avec plaisir. Alors. Je pense qu'il y en a une dont on a beaucoup parlé. Je vous ai ramené donc 3 Yamaha. Ok. Ouf, ouais, d'accord. Ah ouais, pas mal. Donc qu'on les shoot en macro, c'est vrai. Ici, donc à droite, tu as la Superman, dont on a fameux parlé, la première. Donc alors, fameuse. Ça n'a pas été la toute première Superman que j'ai achetée, parce que j'en ai acheté d'autres. Mais celle-ci, c'est un de mes plus beaux modèles, avec une patine qui est super. Elle est dans un état... Elle est vraiment dans un très très bon état. Même la patine, elle est belle. Même si tu vois, si mes montres vivent et qu'elles sont quand même dans leur jus, elle est quand même dans un super état. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on pourrait croire que c'est une Yamaha qui a 5 ans et qui est juste un peu patinée. Mais non. Non, là on est dans les années 70, dans les années 70. Donc elle a quand même un petit peu d'âge. Ah ouais, quand même. Elle est née quand, la Superman ? Alors, c'est début 60. Ça date pour les passionnés, c'est 63, mais véritablement elle est sortie en 67. Ah ok, alors c'est quoi le delta ? C'est que pour beaucoup, en fait, si tu veux, les passionnés au bout d'un moment se sont attardés sur la date de 63, mais qui était une erreur. Okay. Et ça a été découvert il n'y a pas très très longtemps et c'est expliqué dans le livre d'ailleurs, dans le Lifetime of Heroes. La Superman date de 67. Ok, voilà. c'est donc le 63, c'est 63 qu'on a tout le temps. Le 63 reste énormément. Moi je dis 67 moi. Je suis un peu dans la tête des gens. Mais voilà. Et la première, donc c'était pas celle-ci. La première, c'était, tu sais, avec les index un peu skin diver. Voilà, celle-ci est arrivée après. Donc là on est dans les années 70. D'ailleurs elle s'appelait la 63, celle que vous aviez éditée. Exactement. Donc, c'est une très belle pièce, la patine elle est hyper belle. Ensuite tu as un petit chrono, alors pareil, qui est surnommé Daytona par la communauté des passionnés, parce que sinon c'est pas une Daytona, tu l'as bien vu. C'est pas du tout, c'est un speedgraph. Voilà, c'est plus une speedgraph d'aujourd'hui. Moi j'aime beaucoup cette montre parce que, alors pour le coup, encore une fois, c'est un peu toujours une erreur parce que c'était une montre qui était multisport en fait à l'époque proposée par Yamaha, tu vois, parce que tu as une lunette de plongée quand même sur un chrono.
Et ceci étant, elle est devenue Daytona pour les amateurs de Yamaha, et donc du coup un peu typé automobile. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je lui ai monté un bracelet cuir. Le racing, il est parfait. Voilà, un peu plus racing, alors que pourtant c'est plus une montre un peu multisport. Et est-ce que réellement le Speedgraph actuel s'est inspiré de cette montre-là ou... Bien sûr. Oui. Par contre, oui. Ouais, c'est, nous, comme le Speedgraph, c'est notre montre préférée. Oui. C'est vrai. Ouais, on va devoir te garder cette montre. Là, elle est bien dans son jus. Celle-là, elle est magnifique. Là, elle est dans son jus complètement. Ah, puis elle est magnifique. Voilà. Mais oui, la Speedgraph, c'est une réédition de ce modèle-là, tout à fait. Du coup, c'est notre préféré, nous, la Speedgraph. Ouais, on l'adore. Et du coup, là, 2 sur 2, où vraiment les rééditions sont hyper proches des origines. Exactement. Là, tu mets les deux qui sont en collection. Ça, je te dis, tu regardes une Yamaha sur les premiers modèles, les modèles un peu état et tout, là, t'as l'impression qu'ils auraient un peu vécu, t'as l'impression d'en avoir une entre les mains. Clairement. En même temps, c'est difficile de retoucher ou de réinterpréter des modèles qui sont si bien réussis. Tu vois, donc c'est pour ça que... mais tu sais, il y a des marques qui vont faire le truc de dire je vais mettre 2 mm de plus, je vais mettre des index un peu au goût du jour. Et en fait, je pense que c'est soit tu fais une réelle réinterprétation, comme Seiko l'a fait avec l'alpiniste, on en parlait là, soit tu fais un truc ultra fidèle. Et là, je trouve, niveau ultra fidèle, tu fais l'ultra fidèle et la réinterprétation moderne. Tu les fais cohabiter. Comme ça, tout le monde est content. Tout le monde est content. Et enfin, tu as un petit chrono des années 50. Encore une fois, moi j'aime beaucoup. Ça n'a pas été réédité encore. Non, c'est vrai, ça n'a pas été réédité. Là, c'est une autre période. On le voit aussi en termes de design. On n'est pas du tout dans les mêmes années. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on est sur une petite taille. Là, on doit être à 37,5, je crois. Non, mais plus petit que ça encore même. Et c'est hyper sympa. Valjoux 92. Donc, en plus, un mouvement assez sympa. Donc, c'est mignon aussi. Hein. Et dans ta vision de la marque, tu te verrais pas rentrer un petit peu des petites pièces comme ça dans la collection Si. Pour aller chercher quelqu'un, d'autres personnes un peu à la Vulcain qui a sa skin diver qui ressort sous ses petits chronos. Du cricket qui vont être un peu plus habillés. Qui a déjà du cricket, Là, tu me tends la perche, il y a les fils d'à côté, mais c'est un produit. C'est un entre-deux, les fils. Voilà, c'est un entre-deux. On y va gentiment. J'y vais, mais j'ai peur, comme dans les bronzés. non, mais c'est vrai que voilà, nous, on s'est beaucoup concentré. Ce qui n'était pas Yamaha. Yamaha, dans l'histoire, Yamaha, ça couvrait tout. C'est-à-dire aussi bien de la montre classique. C'est pour ça que je te dis, est-ce que vous avez envie d'aller sur ça un jour ou l'autre et sortir un petit chrono? Il y a de la demande. Et c'est pour ça que les fils viennent aussi un petit peu... faire un premier pas vers ça. Voilà, parce que c'est vrai que nous, on s'est beaucoup concentré sur les montres professionnelles, sur les montres techniques, sur les montres sportives. Parce que vous étiez aussi identifié quand même à ça, même si vous avez fait d'autres choses. Exactement. Mais du coup, forcément, maintenant, la marque a repris un petit peu de l'ampleur et il y a des gens qui veulent porter du Yamaha, mais qui veulent porter du classique, qui veulent porter une Yamaha au bureau, Parce que je pense que si tu regardes aujourd'hui sur eBay ou sur tout ça, tu as 40% du Yamaha qui ressemble à ça dans le vintage. Ah bah oui, bien sûr. Parce que ça a été surproduit. Il y a eu beaucoup. Bien sûr. Ça, ce Yamaha années 60, 50. Et on n'a pas le même logo. Non. Ben non, parce que là tu as le. Alors il y a eu beaucoup de logos chez Yamaha, mais là celui-ci est inférieur à celle-ci. Là c'est arrivé au milieu des années 70. Ok. Et après vous êtes revenu à celui-ci. Et on est revenu à l'ancien. On est revenu à l'ancien. Qui nous paraît un petit peu plus discret. C'est vrai que pour aller sur les cadrans, on revient beaucoup sur l'origine, etc. Et voilà, le nouveau Y. Je suis d'accord, je préfère moi le nouveau Y. En plus, il y a des logos qui ressemblent aujourd'hui. Oui, au Y plus large là. Voilà, au Y plus large. Donc c'est pour ça que on préférait le petit Y historique. Il marche bien, même dans les fils de là. En voyant les vintage là sous les yeux, est-ce que toi, dans ton job à l'heure actuelle, tu as un devoir un peu de mémoire? Est-ce que tu as la casquette où tu cherches des pièces pour vous? Est-ce que vous faites cette démarche-là de grossir votre base de vintage à vous? Non, alors le groupe a racheté une ancienne collection quand même, sur lequel d'ailleurs on pense à faire une petite pièce musée à Morteau. On en parlait la dernière fois. C'est dans les papiers.
Mais vous n'êtes pas boulimique, dès que vous voyez quelque chose, essayer de l'acheter, de l'avoir. Pas du tout. Non, parce qu'on va quand même de l'avant. C'est-à-dire que c'est vrai que depuis la restructuration, on en parlait, on a beaucoup travaillé sur les rééditions, mais aussi on va de l'avant maintenant, c'est concevoir des nouveaux modèles, faire quelque chose de nouveau tout en gardant l'ADN de la marque. Mais voilà. Avoir des exemplaires pour retracer l'histoire, c'est bien, mais tu ne peux pas que te concentrer sur ce qui a été fait à l'époque, ça serait quand même compliqué. Donc non, on n'a pas une recherche plus profonde que ça sur aller acheter des modèles anciens. Donc voilà, on en a, de toute façon on a les principaux. Moi j'en ai quelques-unes aussi. Donc, alors quelques-unes c'est combien ? T'as combien d'IEMA ? Non, plus tant que ça, j'ai quand même... j'ai eu une période où je voulais un petit peu accumuler, mais en fait je me suis rendu compte que ça ne sert pas à grand chose. Et non, aujourd'hui, il doit me rester 10, quinzaine de Yema. C'est pas non plus... tu vois, on n'est pas sur quelque chose de... Ça reste... vous avez une base de fans qui en ont un petit peu plus. Oui, c'est comme G-Shock, quoi. Il y a des gens des tables entières. C'est ça. Mais... Voilà. Et tu les portes les vintage ou pas ? Bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais. Pas tu vois, pas quand je travaille, jour le jour, pas en daily. Mais ouais, bien sûr. Tu le vois, elles sont pas dans des états non plus, même si elles sont belles, elles sont pas dans des états exceptionnels, je les porte. Ouais. Je trouve que des montres, il faut les porter. Mais c'est là où, c'est ce que je te disais, l'accumulation, des fois je me suis rendu compte, quand tu as une montre qui dort au placard, ça sert pas à grand chose. C'est dommage. C'est dommage. Donc je préfère finalement concentrer, porter, et puis racheter, revendre. Ouais, puis faire évoluer la collection plutôt que d'accumuler, quoi. J'ai une question aussi qui peut être intéressante peut-être pour les gens qui vont nous regarder. Vous, à l'heure actuelle, si on a un vintage IEMA qu'on veut le faire réparer, on ne peut pas vous l'envoyer. Non, c'est-à-dire qu'on peut faire la demande. C'est-à-dire que il nous reste... Alors, sur les modèles très anciens comme ça, non. Il faut savoir que le groupe, en fait, a été racheté plusieurs fois. C'est ça. Et que donc les anciens stocks... C'est passé de main en main. Ont soit été dilapidés, soit revendus, soit etc. Donc aujourd'hui, par exemple, si on voudrait, sur un modèle comme celui-ci, la lunette ou quoi que ce soit, il n'y a rien. Voilà. Par contre, on arrive encore sur des modèles plus... fin 80, 90, là on a quelques pièces, donc par rapport à certaines demandes on est capable d'y répondre. Et après si c'est pour de l'entretien par exemple, mouvement etc, là aussi on peut... Vous allez pouvoir réviser tout ça, mais les pièces vous n'avez pas forcément. Mais quelqu'un qui nous appelle parce que il a cassé sa lunette ou quelque chose comme ça, là c'est pas possible. Mais souvent les gens sont au courant, les lunettes de Superman c'est une denrée. Une pièce générique. Tu cherches la lunette, la personne te demande de te racheter la montre. Il a la lunette, il préfère avoir la montre. C'est un peu ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai la lunette, je vous la vendrai pas. Non, mais je veux bien racheter la montre du monsieur. C'est un peu ça. Et en dehors de Yema, tu t'intéresses à d'autres marques Alors oui, bien sûr. Quand t'es passionné, t'es passionné. On en parlait au départ, quand j'étais passionné, j'ai acheté des montres de différentes marques. Par contre, ce que je ne fais plus, c'est que je ne porte plus d'autres marques. Ça, c'est... Est-ce que c'est frustrant un peu ou... Frustrant, non. Alors c'est pareil, je me suis aussi séparé de montres parce que je trouve que je les portais plus et puis parce que pour moi c'est plus possible de porter autre chose que du Yema. Bien sûr. Ça me paraît, Même le week-end, t'arrives pas à couper et te dire... parce que moi j'ai eu ce blocage pendant très longtemps et maintenant j'en ai plus rien à faire. Alors sinon... mais non, mais en roue libre. Moi je suis en roue libre depuis 4 ans. Je trouve que t'es... Il y en a certaines que je garde parce que j'y suis attaché ou Non mais c'est un tout la passion horlogère, tu sais, mais c'est difficilement explicable si tu veux. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même une étiquette, je représente la marque. Je représente la marque. Le week-end, je peux être amené à rencontrer quelqu'un, déjeuner avec quelqu'un, etc. On va discuter. Ouais, mais toi, tu raccroches jamais ta casquette. Ça veut pas dire de marque. Non, mais je travaille tous les jours. C'est nul, tu vois. Non, mais quelqu'un pourrait ne pas le comprendre. Et c'est vrai que tu vois, tu déjeunes avec quelqu'un, tu fais quoi dans la vie ? Je suis directeur de marque de Yema, etc. Ah tiens, c'est marrant, qu'est-ce que tu portes ? Ah non, par contre, tu vois, c'est un peu... je peux le comprendre. Tu vois, moi je suis en roue libre. Ouais, mais c'est parce que aussi ce que tu dis n'est pas valable pour n'importe qui bosse pour une marque. C'est que dans cette marque-là, tu as un poste qui fait que tu représentes la marque tout le temps. Ouais, et du coup, ça implique que c'est un peu gênant. Donc après, je peux l'emporter à la maison, ça n'a pas d'intérêt. Oui. Sur le canapé. Je regarde le foot, chérie, ce soir je mets ma Rolex. donc non, mais frustrant non, parce que en fait, ça aussi c'est, comme je te l'ai dit, je retrouve du plaisir à porter des montres modernes. Et en fait, par exemple, des fois, je suis un peu comme un gamin. Et là, par exemple, je le suis avec le micro-rotor.
j'ai hâte de porter le micro-rotor. C'est un truc, tu vois, ça me... Ah bah je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Puis le micro-rotor, c'est que vous avez fait quand même, vous avez tapé fort. C'est surtout que moi, encore une fois, je suis derrière le rideau, donc je suis dans les coulisses, j'ai vu tout ce qu'on a fait, j'ai vu l'investissement, j'ai vu les machines, maintenant je le vois en train de se concevoir. Donc forcément, il y a un truc qui fait que tu vois, t'es excité par ce que tu fais, mine de rien. Ah bah ouais. Donc, Puis vous deviez être quand même avoir une certaine fierté en interne de sortir ça. Parce que c'est un challenge assez... Ah bah ouais, non mais très clairement, forcément. Combien de temps le Kickstarter? C'est-à-dire combien de temps? Combien de temps ça a duré le Kickstarter? Le Kickstarter, une quinzaine de jours. Ouais, c'est une quinzaine de jours. Mais il y avait quoi? Il y avait 2 millions en 3 jours c'est ça? Non, ouais. Enfin, sur les 15 jours, il y a eu presque 3, oui. Mais, Ouais, mais en fait, c'est les 3 premiers jours. Oui, généralement, c'est dans la première journée. Il faut pas me faire ça, moi, parce que je deviens addict. Je rafraîchis ma page toute. Ah oui, nous on était comme ça au début, Parce qu'on vous avait accompagné dessus, on avait fait une vidéo. On te remercie d'ailleurs parce que c'était cool, c'était une des premières exclus qu'on a eues sur la chaîne. Ça nous a permis de parler d'un sujet vraiment dans l'actu. Et la vidéo avait été hyper bien accueillie. Et oui, on était comme ça devant l'ordi, on rafraîchissait, on voyait le chiffre monter. Comment ça se passe en interne dans ces moments-là? Alors, il y a... Vous êtes tous dans une salle. Moi, je vois le champagne. Le champagne, il y a une grosse boule au ventre avant. C'est-à-dire les 10 minutes avant, c'est un peu compliqué. Parce que là, tu te dis... en fait, tu es capable de tout remettre en cause. 10 minutes avant, tu es capable de te dire, mais en fait... on a fait de la merde. Ouais, voilà, en fait... On n'aurait pas dû faire ça, je le savais. Et puis ça démarre, et tu vois, généralement ça démarre, tu te dis, bon alors, est-ce que ça prend? Puis après, hop, tu vois le truc défiler, donc là t'es un peu rassuré, ça retombe un peu, mais après tu te dis, bah voilà, quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi, justement, parce que, est-ce que ça va s'arrêter tôt? Parce que comme tu le disais, tout se passe dans les premières heures. Donc, et puis c'est intéressant, je trouve, cette mécanique Kickstarter, et comment vous l'êtes approprié, parce que vous êtes devenus quand même un peu des pros de ça. Vous en avez fait combien des campagnes? C'était le 3e Kickstarter. Ouais, 3e, donc t'acquéris, je dis ça dans le sens où tu commences à avoir de l'expérience et à te dire, on sait un peu comment ça se passe, c'est quoi le timing, qu'est-ce qu'il faut faire avant. Là, quand tu disais les 10 minutes avant, toi t'es capable de dire à peu près combien vous allez faire? Alors, pas moi personnellement, mais on a une personne que tu connais, que tu as rencontré à Morteau, Hannibal, qui est directeur marketing international, qui lui manie les chiffres très très bien. Et lui, il sait à peu près où va aller le curseur, si tu veux. Donc, c'est pour ça qu'on le sait tous. L'information, elle est donnée, mais tu as quand même cette appréhension. Tu as quand même cette appréhension de te dire est-ce que ça va le faire vraiment? Tu sais jamais, imagine le bug technique. Entre des projections et la réalité. Ouais, alors Kickstarter, je pense qu'ils ont... C'est impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais ils ont quand même le savoir-faire pour que bon, après aussi, tu dois te dire, bon, maintenant il faut produire. Tu dois avoir quand même... le après, il est sympa, mais tu dis, il faut pas chômer, quoi. Ce qu'on a promis, il faut le sortir. Notamment là sur le micro-rotor. On peut peut-être faire une petite update, vous en êtes où là? Pour ceux qui ont précommandé... Justement, on est en train de faire une actu... Vous serez livré en décembre. 2020. Non. Et on va mettre en titre de vidéo. William annonce le retard du micro-rotor. Non, on est... Avec des mots en majuscules. Non, on est parfaitement dans les temps. Les premières livraisons seront pour juillet. On a fait une première actu sur le Kickstarter avec Olivier Maury, justement, avec une vidéo sur laquelle on parlait des platines. Oui. Là, il y en a une deuxième qui est actuellement justement en tournage et qui sera sur les ponts. Vous allez faire des insights un peu pour montrer aux gens. On a prévu 5 updates en fait pour pouvoir donner de l'actu jusqu'à juillet. Là, vous produisez les pièces, elles ne sont pas encore assemblées. Vous commencez pas à assembler les premières montres. Ouais, là c'est de l'usinage. C'est que de l'usinage. Et après, c'est une montre qui sera en collection? Ah non. Non, il n'y en aura que 1948 comme prévu. Exactement. Et derrière, plus de micro-rotor, quoi. Alors, non, pas plus de micro-rotor. Plus celui-ci, quoi. C'est-à-dire que le micro-rotor, maintenant, il est chez nous. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait Pour l'instant, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de micro-rotor. Pas de projet à dévoiler, vous n'aurez pas de scoop. Mais, on n'a pas de scoop, on leur avait promis. On aurait dit, regardez la vidéo jusqu'à la fin, il y aura un scoop. Mais ça sera un calibre de notre collection, donc bien sûr qu'on le réutilisera. Il faudra lui trouver une nouvelle monture pour un nouveau projet. Bien sûr. Ouais, tout à fait. Et vous commencez avec un micro-rotor pour faire du mal? Il fallait taper fort. Ouais, c'était le but de marquer les esprits. Ouais. Et puis c'est vrai que là-dessus, on s'est fait
accompagné par Olivier Maury, et il avait déjà ce micro-rotor en tête conçu. Tu peux leur expliquer un peu, c'est qui Olivier Maury? Olivier Maury, c'est un horloger constructeur. Donc il va dessiner des mouvements, penser des mouvements. Voilà, qui conçoit des mouvements, et effectivement, on a fait appel à lui au départ pour fiabiliser, améliorer le Yema. Parce que lui, il n'est pas en interne chez Yema. Non. Voilà, c'est un prestataire pour vous. Exactement, ouais. Okay. Comme un consultant, quoi. Ouais. Il peut travailler pour d'autres marques. Exactement. Il travaille pour d'autres marques d'ailleurs. Okay. Il travaille pour d'autres marques d'ailleurs. Et donc voilà. Et c'est vrai que en termes de calendrier, on avait une opportunité de pouvoir avancer sur ce micro-rotor rapidement. Oui. Parce que mine de parce rien, qu'il ça a avait été déjà vite. pensé un Voilà. peu. C'est pas parti d'une feuille blanche. Voilà, exactement. Et du coup, on s'est dit feu, c'est quoi. bien. Et pour voilà, vraiment mettre la notion de manufacture, un calibre micro-rotor, donc un calibre avec cette complication-là, c'était intéressant. Bien sûr. Et voilà, en termes d'impact, forcément, ça a été... Ouais, et puis en France, il n'y en a pas, beaucoup non. des micro-rotors. Non, C'est et travaillé puis- par des grandes maisons, donc... Et puis ce tarif aussi, surtout ouais, le tarif bien qu'on a sûr. proposé pour un micro-rotor manufacturé, encore une fois, je le répète, c'est très très attractif, quoi. Ah, ça, Ah oui. c'est dur à expliquer. Nous, on a essayé de faire un travail un peu d'éducation sur ça, mais c'est vrai que c'est dur à expliquer. Mais vous avez vraiment tapé fort avec ce prix, et surtout le prix Kickstarter. Ah ouais. Ça dépend en fait de quel côté on se situe. Taper fort, en fait, non. Justement, nous, on n'a pas tapé fort. Oui. Oui. Je sais pas Mais si taper Thibaut fort le dans le voit. rapport qualité-prix. Dans le rapport quoi. qualité-prix. Quand Voilà. on Bah, sait combien ouais. ça coûte de faire tout en France et en Suisse, on en D'avoir un parlait tout à l'heure, micro-rotor, d'avoir un manuf. micro-rotor, Enfin, de faire appel à quelqu'un comme Olivier Maury parce que ça doit coûter aussi forcément. Mais tout c'est le là- monde ne dessine pas les mouvements. C'est là, tu vois, où justement un Kickstarter prend tout son sens, parce que, encore une fois, c'est des investissements qui sont très très lourds de vouloir faire ça, comme on en discutait aussi tout à l'heure. C'est de l'investissement, c'est acheter des machines, Bien sûr. c'est recruter, tu vois, des opérateurs, des métiers qu'on n'utilisait pas avant, forcément, le fait de tout faire après en interne. Donc tout ça, ça a des coûts qui s'accumulent. Ouais. Et derrière, forcément, il faut aussi un peu de rentabilité. Bien sûr, de Et trésorerie. d'où l'utilisation de certains canaux différents pour aller toucher un maximum de personnes Ouais, et parce faire que connaître le Aujourd'hui, sujet, c'est pas tant pour la trésor que tu fais un Kickstarter, mais plus pour le moyen de communication en fait. Les deux. ça C'est-à-dire permet que... de ne pas faire rentrer un fonds d'investissement, quoi. Vous restez indépendant. Exactement. Aussi. Vous Ouais, travaillez c'est sur vrai. la commande. Ouais. Mais vous pourriez vous dire, on fait ça sur notre site. Oui, aussi. Mais Bah, pour Kickstarter est une plateforme où tu vas aller chercher des gens qui n'iront pas Oui. sur ton site, je Oui, pense. oui. C'est ça. Vraiment. J'avais pris l'exemple, c'est vrai, je l'avais déjà cité une fois, mais tu peux, je prends un exemple tout bête, mais un Norvégien, tu vois, Jamais il ira sur yema.com. qu'on va pas forcément toucher nous, va être impacté par un projet Kickstarter parce qu'il est amateur de montres et puis il connaît un peu les Kickstarter, il va dire tiens c'est quoi ça, et donc lui il vient par le biais de Kickstarter si tu veux, et derrière il va acheter le micro-rotor parce que là il se dit tiens c'est une belle maison horlogère française, ils font un truc manufacture, c'est un micro-rotor, c'est bien placé en termes de tarifs, etc. Et donc j'y vais. Et donc là, en fait, tu chopes une clientèle que tu n'as t'aurais pas forcément attrapé. toi-même dès le départ. Vous Que vendez maintenant, vous beaucoup avez à l'international. Oui. Aujourd'hui, on vend plus à l'international qu'en France. Ok. La France reste le pays le plus important en termes de chiffre d'affaires, forcément. Mais si tu fais France, reste du monde. Si tu fais France, reste du monde, la France Ouais. est un petit pays. Donc oui, aujourd'hui, on doit vendre 60 ou 65% de montres à l'étranger. Ouais, quand même. Vous avez combien de revendeurs? Dans le monde Ouais, ou- en tout. En tout, ça doit être une cinquantaine, donc c'est pas énorme. Ah oui, Ouais, c'est pas énorme. pas beaucoup. Ah, je vous voyais Il y a eu- avec il y a eu 100, un 130 gros- revendeurs. Il y a eu un gros twist. Hein. En France, déjà, on a... T'as fait partie, toi, de cette décision-là Oui, bien sûr. Bien sûr. Comme vous le voyez, on est quand même amené à être en contact avec, bien sûr, avec la boutique Aurel. En France, on est reparti de zéro, quasiment. Le but, c'était d'avoir... Nous, on a vécu ce twist complètement. Le but, c'est de maintenant Je me d'avoir... demandais est-ce qu'on allait être choisi, est-ce qu'on allait être choisi. On était devant la porte, on attendait C'était la un peu lettre. C'est pas vrai. Le facteur est passé. Ils ont dit oui, Yema. Non, vous avez fermé combien de points de vente en France? On est passé quand même, il y a eu des périodes en France, il y avait une centaine, plus d'une centaine de points de vente. Et aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Le but, parce que alors, par contre, on cherche, aujourd'hui, on cherche à avoir 50-60 points de vente en France. Ouais. Voilà. Ce qui est bien pour Un la gros taille point de la vente marque. par grosse ville, et surtout un point de vente adapté. C'est ça qu'on veut. C'est un point de vente adapté, qui connaisse la marque, qui est capable de vendre la marque, etc. C'est ça qu'on recherche. Voilà. Et après, on en a quelques-uns aussi à l'international.
C'est une volonté d'y aller sur plus à l'international, de trouver des gros distributeurs qui peuvent vous aider sur certains pays. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah oui, parce que comme on a aussi de la demande à l'international, il faut aussi qu'on soit présent. C'est une marque qui peut vraiment s'exporter. Bien sûr. Et sur le Yema Vintage, est-ce qu'il y a des pays où ça rayonnait est-ce que vous avez ce recul de savoir sur des pays où ça rayonnait? Bien sûr. Alors c'est pareil. Oui, pour tu peux implanter. Où tu peux retrouver encore un peu d'âme, un peu de nostalgique. Ouais, parce que Yema, ça a été, par contre, pour le coup, dans les années 60, ça a été une marque qui a été très exportée à l'international. Ça a été même la marque française la plus exportée à l'international. Plus que Lip? Oui, plus que Lip, Okay. En 67, 68, 69, je crois que c'est la marque la plus exportée. Ah, et pourtant 67 pour Lip, c'est aussi des grandes années. C'est l'arrivée de la nautique, c'est les JO. Et donc, tu retrouves ça. Moi, par exemple, quand j'achetais de la vintage, je sais qu'aux États-Unis, il y en avait. Je sais qu'en Espagne, il y avait aussi beaucoup de Yema en Espagne. Donc, il y avait des pays comme ça où tu retrouvais de la vintage et où tu retrouves aussi des gens. Je sais qu'en Espagne, moi, j'avais des contacts parce que c'était aussi des amateurs et eux aussi recherchaient des modèles. Ça peut être des pays un peu stratégiques pour vous. Voilà. Nous, alors aujourd'hui, c'est les États-Unis, vraiment qui est le pays, on va dire le plus important. Ensuite, on doit avoir le Japon et la Grande-Bretagne. Ouais. D'accord, ok. Qui sont vraiment les pays. J'aurais pas dit Grande-Bretagne. Si. Ils sont bien amateurs de montres. Ils sont. Et surtout, en vintage, tu fais des gros coups. À Londres, moi, à chaque fois qu'on y allait, ils ont une culture à la montre. Japon et États-Unis, c'est pas étonnant, et je pense que pour beaucoup de marques, c'est des marchés prioritaires à l'international. Ouais, bien sûr. Et puis là, en termes de potentiel, il y a des clients, quoi. C'est beaucoup plus important, c'est sûr. Mais donc, ça va passer par des salons internationaux, ça va passer par des contacts. Enfin, vous cherchez quoi. Ouais. Ça passe par des salons, ça passe par des contacts aussi. On a aussi en fait nos boutiques. Nous, en fait, quand vous allez sur yema.com, vous tombez sur le site français. Mais c'est-à-dire que par contre, un Américain, il va tomber sur un site en dollars. Tu vois, un Allemand, il va tomber sur un site en allemand. Donc on essaye aussi d'avoir des boutiques qui sont dédiées. Et ils vont aussi avoir le conseiller qui va popper, ils vont pouvoir parler à quelqu'un aussi. Bien sûr. C'est l'avantage qu'on a, c'est-à-dire que les personnes qui sont derrière notre site sont complètement polyglottes avec 3 ou 4 langues. Ah ouais. Et ça, vous avez fait ce twist aussi dans ces dernières années, de faire le choix du digital à fond, d'avoir Yema. Alors quand on a relancé la marque, on est parti à fond dans le digital. C'est-à-dire beaucoup d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est là où on a remis entre guillemets en selle la marque, c'est grâce au digital. Mais on ne peut pas se couper du réseau de distribution physique parce que... surtout que la marque a des choses à raconter, je pense que... Et puis il y a toujours des gens qui ont besoin de voir, d'essayer, donc c'est pour ça que... on va pas dire le contraire. Aujourd'hui, vous voulez, même à l'international, parler que vous êtes une marque de montre qui va devenir peut-être une manufacture. Vous dites que vous êtes une marque de montre française. C'est le mot France, c'est très important pour vous. Est-ce que vous appuyez, comme certaines marques avec l'Elysée, le truc, est-ce que vous avez envie de faire des actions comme ça? Est-ce que Emmanuel Macron va porter? Non, mais le côté français, oui. Nous, le côté français, et en plus, souvent à l'étranger, il est quand même apprécié. Ça résonne. Voilà, ça résonne. Alors après, on est dans un domaine un peu particulier. Ceci étant, c'est que l'horlogerie, pour beaucoup, dans la tête de les gens, c'est suisse. C'est là où on met l'accent, et c'est le plus intéressant, et toi tu l'as vu aussi, où on met l'accent qu'en fait nous on est à quelques encablures. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que la région elle est concentrée, et notamment on le voit justement quand on invite des gens, alors pas forcément vous puisque vous veniez de France, mais quand on invite des gens, généralement ils arrivent en Suisse, à Genève, parce que c'est l'aéroport le plus proche. Et de Genève pour aller jusqu'à Morteau, on passe devant toutes les... on était passé parce qu'on était arrivé à Neuchâtel. Voilà. Donc on était passé devant Tudor. Genève, tu sors côté français et vous êtes chez nous. Et tu traverses, t'as la route là-dessus où t'as tout le monde. Tu as tout le monde, tu dors, Breitling, Patek, tu passes devant tout le monde et tu arrives chez nous. Donc là, ça donne une dimension où les gens se disent ok, c'est français, mais je comprends en fait, ils sont dans le berceau de l'horlogerie. C'est ça. Ils peuvent travailler les uns avec les autres en termes de pièces, de savoir-faire, etc. C'est pas trop dur ça d'être une maison qui veut devenir une manufacture de plus en plus et d'être à 10 km de la Suisse où les salaires sont 3 fois plus élevés. C'est le gros problème, c'est-à-dire que nous
on est régi entre guillemets par le système français, la Suisse est régie par le système suisse, les salaires sont bien plus importants en Suisse, et donc nous en fait on fait face au phénomène des frontaliers, c'est-à-dire que la plupart des gens qui sont en France vont travailler en Suisse, parce que pour eux, alors ils habitent Morteau, ils habitent la région autour de Morteau. L'avantage de la France, c'est les salaires de la Suisse, quoi. C'est-à-dire qu'ils font les écoles, par exemple on est partenaire du lycée de Garfort à Morteau, le lycée horloger, donc on voit, nous les élèves, généralement... Vous avez en alternance. Voilà, on les en alternance, en stage, au départ, etc. Propositions d'embauche, elles sont refusées. Voilà, et ensuite... Vous avez avec... non. Et ensuite, ils vont en face parce qu'ils ont un salaire 3 fois supérieur, donc c'est là où c'est compliqué. Et donc du coup, nous, de l'autre côté, on doit quand même forcément avoir des horlogers, mais pour garder ces horlogers, il faut les payer autant qu'en face, mais du coup en les payant autant qu'en face, on en a moins. Donc tu vois, c'est une gymnastique qui est pas évidente. Bon, on élargit un petit peu, t'aimes pas que les montres dans la vie? Non, j'aime pas que les montres. J'aime beaucoup de choses d'autres. Mais t'as d'autres passions aussi prenantes que les montres, on va dire. Qui prennent de la place. Vous voulez en venir. Qui font dépenser de l'argent. Qui font vroom vroom. On continue ou pas? Bel indice. Alors là, pour le coup, à l'inverse des montres, là c'est mon père qui m'a transmis la passion pour l'automobile. Il avait essayé en amont pour la moto, mais c'est un truc qui n'avait pas pris. Ouais, ça avait... Parce qu'il avait la passion des deux. Lui, il avait la passion des deux, ouais. C'est rare, la passion des deux. Ouais. Il était vraiment... Soit on est motard, soit on est... vraiment les deux. C'est un amoureux de mécanique, quoi. Ouais, un amoureux de mécanique. Donc j'ai fait beaucoup de motos quand j'étais gamin, mais c'est un truc qui m'a jamais... je trouve ça sympa, mais sans plus... Ouais, t'as pas été embarqué, quoi. J'ai pas été embarqué. Par contre, la voiture, La voiture, ça m'est resté. Je suis pas un fada, mais j'aime beaucoup l'automobile. Ouais, c'est quoi tes kiffs? Alors, les anciennes, encore une fois, c'est comme les montres pour le coup, je suis très ancienne. Je pense que les plus belles voitures qui ont été conçues, c'est les années 60. C'est vraiment ce qui était le plus sympa en termes de forme, en termes de motorisation. Voilà. Après forcément, les voitures, ça commence aussi à coter pas mal. Donc c'est pas toujours simple, mais voilà, j'arrive à me faire plaisir. Ouais. Le parallèle avec les montres, il est fin quand même entre montres et bagnole. On n'aime pas toujours les deux, mais on n'aime pas toujours les deux, mais on trouve du lien. Bien sûr. Et encore plus quand on aime le vintage. Les marques, les anecdotes. Les gens qui ont pris des moteurs à d'autres pour les mettre dans leur bagnole, ou ceux qui les travaillaient, ceux qui les manufacturaient, les petites maisons, le design, le moteur. Mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que justement, moi, quand je te l'ai dit à 23 ans, quand j'ai commencé à m'intéresser aux montres, c'était aussi, je retrouvais la même chose que dans la voiture, sauf que la voiture, à 23 ans, tu vois, je pouvais pas. C'était un peu compliqué. Et donc, dans les montres, je retrouvais cet univers-là, de pouvoir discuter d'une passion. Il y a quand même un côté mécanique aussi. Oui, il y a un côté mécanique, c'est plus facile à stocker. Il y en a des moins chers, qui racontent des belles histoires. Les phares, c'est pas les phares de série. Bah oui, mais les aiguilles, vous les avez changées aussi. C'est des aiguilles de série. Non, mais t'as les trucs du passionné quand tu t'y mets. Ah non, mais là, c'est pas les bons phares, c'est pas les bonnes années, ça correspond pas. Il faut que je retrouve les bons phares, les bons optiques. C'est exactement pareil. T'as des similitudes. C'est quoi ta belle voiture vintage du moment là? Après, moi j'ai 2 voitures, j'ai une Ferrari mondiale et j'ai une 996 4S, donc Porsche et Ferrari, tu vois. D'ailleurs, encore une fois, ça c'est pas tout le monde qui fait ce choix-là, généralement soit Porsche soit Ferrari, mais non, je suis pas... Toi t'aimes les deux? Ouais, alors bon, je pense que j'ai un pincement plus particulier encore pour Ferrari. Parce que encore une fois, là c'est pareil, c'est mon père qui m'a transmis ça et Ferrari a toujours été pour lui la marque. Je vois. Voilà, donc c'est pareil. Enfin, je vais faire encore un parallèle avec les montres, mais Porsche et Ferrari pour moi c'est 2 marques de montres. T'as Porsche qui est simple. Enfin, tu peux aujourd'hui conduire une Porsche tous les jours. La rouler, c'est simple, tu penses, c'est du Rolex, c'est du résistant, c'est Rolex, on n'est pas dans le luxe, mais on est dans le haut de gamme. Ferrari pour moi c'est plus Patek. Déjà Ferrari, tu peux pas t'acheter une Ferrari du jour au lendemain. On va te dire bah oui, vous avez l'argent, vous êtes bien mignon, mais vous n'allez pas l'acheter. Et moi j'ai l'histoire du boss de ma mère qui a acheté sa première Ferrari.
il s'est foutu en l'air dans le fossé en une semaine. Parce que qu'il n'avait ouais. pas les assistances qu'il avait chez Porsche, parce que le gars, mais c'était dans les années 90, hein. Mais le gars il lui a dit ouais, mais vous n'avez pas chauffé les pneus et tout, vous ne pouvez pas partir à 130 sur un chemin de campagne et ça se conduit pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et on va te faire la personnalisation à mort, on va te faire la préparation du moteur, on va t'achètes un cupé chez Patek, commence pas à tirer sur la couronne. On va te faire le rodage, on va te faire plein de choses. T'es dans un autre monde Ferrari, et que Porsche c'est dans le tout venant. Dans le luxe, dans ce qui est bien, mais c'est roulable. C'est vrai. Ouais, il y a un vrai parallèle. On parlait en off, en plus, t'as un petit Graal horloger qui est du côté de Patek. Ouais, qui est du côté de Patek. C'est une petite madeleine, mais c'est parce qu'en fait j'ai un ami qui en a une et du coup forcément on est souvent guidé par les choses qu'on connaît ou qu'on voit, etc. Et donc c'est la 5140 P017. On est sur un quantième manuel. Petite taille, ça doit être 37,5, cadran gris, boîte platine, c'est tout petit, ça s'adresse quand même aux amateurs, aux collectionneurs, c'est-à-dire que c'est pas connu de tout le monde, tu vois, on n'est pas sur une montre. C'est confidentiel. Voilà, c'est confidentiel, on n'est pas sur une montre ostentatoire où certains modèles de chez Patek sont ultra prisés, etc. Donc je m'y retrouve bien, quoi. Et ton Graal en voiture? Mon Graal en voiture, tout est permis. Ouais, tout est permis. Tout est permis. C'est demain tu gagnes au loto, Ça serait chez Ferrari, je pense, mais une 250 GTO ou quelque chose comme ça, tu vois, un truc. Là plutôt choix classique, quoi. Choix de gros collectionneur. Voilà. Ouais, mais il y a des classiques que tu peux pas bouger. Tu peux pas bouger. Il y a des qui parlent à tout le monde. Moi, j'ai envie d'avoir une vieille BM à la Mérine. Tu vois. C'est mon délire. Avec les phares jaunes, gros sièges en cuir, comme ça. Là, je rentrerai dans un personnage. C'est marrant que tu dis ça. Moi, j'ai eu une 12. Qui était la BM de Mérine, donc lorsqu'il s'est fait tuer dedans. J'ai eu ça pendant un moment. J'ai eu ça 2 ans, je crois. C'était très sympa. Je te rejoins là-dessus. Moi, ça me parle. Bon. On a aussi 3 petites belles choses là qu'on a mis sur la table, qui est aussi le sujet de la soirée de ce soir et un peu de l'actualité IMA des prochains jours. C'est les Urban Field. Sur lesquels vous avez fait une très belle vidéo d'ailleurs, je vous en remercie. Qui marche bien. Merci, elles étaient belles à shooter. Les cadrans grainés là en macro. Mais vous avez su bien comprendre justement le sujet, le pourquoi du comment sur la montre, donc c'est plutôt intéressant. Et puis ça a été bien accueilli, c'est une vidéo qui a bien démarré, il y a beaucoup de commentaires, les gens sont contents que vous... Moi, ce qui ressort dans les commentaires que j'ai eus, c'est que les gens sont contents que Yema prenne un peu de risque et fasse pas une réédition. Fasse une création, Ouais, alors bon, il y avait déjà eu des créations, je pense à la Spacecraft, je pense à la Wristmaster, Alors la Wristmaster, il y a quand même eu des Wristmaster avant. Alors il y a eu des Wristmaster, il y a eu de la famille des Wristmaster. Mais ça ressemblait pas du tout. Par contre le modèle en lui-même est une conception pure. Donc on avait déjà mis le pied sur des nouveautés. Là où on n'avait pas trop été, même si la Wristmaster allait un petit peu sur ce terrain-là, effectivement c'est d'arriver sur des montres qui vont répondre à un besoin qui n'existait pas forcément chez nous auparavant. C'est vrai qu'on était beaucoup sur des montres professionnelles, techniques, sportives, alors que là on va répondre, et c'était très demandé chez Yema, et c'est pour ça qu'on a voulu faire ce choix-là, d'avoir des montres entre guillemets un petit peu plus habillées. Alors elles sont un peu entre deux, et ça vous l'avez très bien compris dans la vidéo. Mais moi je trouve que c'est intelligent d'avoir fait un entre deux d'abord. C'est-à-dire qu'on a quand même toujours sur des fils l'inspiration un peu militaire qui est présente, et qui va garder le lien avec le côté Yema, on va dire, et puis par contre une montre beaucoup plus classique, beaucoup plus fine avec ce mouvement-là, et effectivement sur cuir qui peut se porter très facilement pour aller travailler en costume, etc. Donc il y a un peu les deux mondes. Voilà. Et pour en dire un peu plus dans le processus de création, parce que je pense que ça intéresse les gens aussi de savoir comment un projet comme ça est né. Alors, il y a combien de temps et c'est quoi un peu les étapes C'est beaucoup Christopher, Christopher Ball, fils de Pascal Ball, qui est donc lui directeur général de l'entreprise et qui a beaucoup pris l'étiquette de responsable design. D'accord. Notamment la Wristmaster. On a jamais discuté avec lui. C'est lui aussi, et donc c'est aussi lui qui a pensé à ces fils-là. Alors
Nous, si tu veux, communément, on s'était dit il faut aller dans ce chemin-là, dans cette direction. Il faut aller sur le chemin de faire une montre un petit peu plus habillée, arriver sur quelque chose d'un petit peu plus classique au sein de la collection Yema. Et à partir de là, après, c'est lui qui compose, c'est lui qui fait ses propositions, c'est lui qui travaille. Il y a des allers-retours avec l'équipe design sur les différents dessins. Et puis une fois qu'on est tous OK, il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer, il faut faire les déclinaisons. Il faut se lancer, faire les déclinaisons, faire les choix, tu vois, alors là, notamment, tu vois, le côté grainé des cadrans pour apporter un petit peu plus de chaleur au modèle, les bracelets. Non, ce qui ressort aussi, c'est le choix de cette couleur, qui est je pense, la couleur ocre. très bon. Très bon goût. Ouais. C'est marrant, moi, tu vois, c'est pas celle qui me vient spontanément. C'est laquelle t'as préférée? Étonnamment, je suis vachement sur du basique, je suis entre la noire et la blanche. Et la noire, en fait, qui est un peu grise. Je trouve qu'elle est grise. Elle est grise, ouais. Elle est pas noire. Moi, j'aime bien. Alors, c'est vrai que la Hawk, on est vraiment sur un truc beaucoup plus typé vintage. Mais c'est un choix plus inattendu, en fait. C'est ça, je pense aussi que les gens aiment bien. C'est vrai. C'est de se dire, c'est sûr qu'il y aura une noire, c'est sûr qu'il y aura une blanche. Mais nous, en autre couleur, le bleu et le vert, c'est les couleurs les plus utilisées. C'est ce qu'on s'est dit. Plus on les regardait, et plus on se disait, la ocre est très belle, et peut-être qu'elle gardera notre primeur. Mais la blanche et la grise ont quelque chose. Et on mettait la verte et la bleue un peu en dessous, alors que je pense qu'elles vont bien vivre quand même. Elles vont bien vivre, mais peut-être que c'est le type de modèle où le vert et le bleu qu'on a beaucoup vu, c'est pas forcément ce qu'on va rechercher là-dedans. Mais en faisant les fiches produits, là, je regardais la verte sur son bracelet et la bleue sur son bracelet bleu. Enfin, ça match. Ça a été bien pensé. Et puis une nouvelle collection complète, directe. Oui, c'est cool. Encore une fois, il fallait répondre à la case manquante, si tu veux. Donc c'est pour ça que si on était arrivé qu'avec un seul modèle, là, l'idée aussi, elle est d'aller sur des couleurs différentes pour pouvoir, chacun y trouve son compte. Comme d'avoir deux diamètres. Il y a rien en collection terre chez Yema aujourd'hui en professionnel, ou je me trompe. Vous avez air, mer, espace, automobile. Oui. Vous n'avez pas de professionnel terre. On n'a pas les pieds sur terre, c'est ça que tu es en train de dire? Non, mais tu sais, les marques, des fois, ils essayent de cocher des grandes familles. En plus, vous êtes très armé, très sport, et vous auriez pu avoir Air Terre Mer et faire un peu une explo ou une field ou une montre d'aventurier avec boussole. Vous pourriez avoir c'est vrai qu'il n'y a pas d'explo à proprement parler dans la collection Yema. C'est plus une aviateur. Ça arrive peut-être. Ça arrive peut-être. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il fallait regarder la vidéo jusqu'à la fin. Pour l'exclu qu'on n'a pas encore eu. Non, mais je dis ça parce qu'effectivement, ça, vous l'avez vu, on a intégré un nouvel ambassadeur qui s'appelle Pierre Edan, qui va partir en novembre au pôle Sud. Yes. Et donc, potentiellement... vous allez l'équiper, potentiellement, il sera équipé d'une montre un petit peu plus aventure, telle que tu le dis. Vous aviez des ambassadeurs jusqu'à présent? Oui, bien sûr, on a des ambassadeurs, on a Pierre Sancinella pour l'automobile, on avait Samy Maison pour l'aviation, on a à chaque fois des ambassadeurs pour les différentes activités qu'on a, ou alors après ça peut être des partenariats, comme tu disais, la marine, l'armée de l'air, le CNES pour l'espace. Et quand vous faites quelque chose pour la marine, eux ils en ont derrière, vous achetez la licence marine nationale. Les militaires à proprement parler de la marine nationale vont avoir des montres de dotation, vous équipez des régiments. Non, les dotations ça n'existe plus. C'est un partenariat commercial. C'est beaucoup trop cher. Alors oui et non, c'est-à-dire que en fait, et l'armée de l'air et la marine ont créé leur propre marque. Chose qu'ils n'avaient pas fait auparavant, alors que d'autres armées l'avaient fait bien avant et en profitaient, notamment l'armée américaine. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient la possibilité de faire une marque et derrière de pouvoir vendre pour récolter de l'argent, forcément, pour le bien des militaires. À partir de là, il fallait qu'ils trouvent et s'associent à une marque. Ils ont fait le choix de Yema par rapport à ce que nous on avait proposé, etc. Donc là, il fallait répondre à certains critères pour pouvoir répondre à la demande. Et ça, c'est un partenariat que vous avez scellé avec eux, il est unique, il est propre à vous, il est exclusif ou pas? Alors sur la Marine nationale, on est deux. Parce qu'on est accompagné de Tudor. On est deux marques à être partenaires officiels, donc pour eux sur des gammes différentes. Pour l'armée de l'air, on est seul. Tout à fait.
Voilà. Et donc à chaque fois, par contre, sur ces partenariats-là, oui, qui sont des partenariats, on va dire, commerciaux, comme tu disais, mais qui sont aussi atteignables par les militaires, puisque eux, à chaque fois, ils bénéficient d'un tarif spécifique, aussi bien dans l'armée de l'air que la marine nationale. Donc c'est ça qui est gratifiant. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'une dotation, où quelque part une dotation, c'était l'armée qui achetait, et puis qui ensuite qui disait, il faut porter ça, là, en fait, les militaires font un choix personnel. Ils n'ont pas une déclinaison différente. Ce sera la même en plus. C'est celui qui l'achète va se dire il y a des militaires qui l'ont aussi. Alors ça dépend, sur certaines éditions si. Sur certaines éditions si, on leur laisse par exemple sur ce modèle-là, on a fait 100 exemplaires pour les marins, c'est exactement le même modèle, sauf que le caseback, il y avait édition spéciale militaire, numérotée de 0 à 100. Voilà. C'est celle-là qu'il faut essayer d'acheter. Elles sont parties en 2 heures. Elles sont parties en 2 heures, mais c'est ça qui est gratifiant, c'est que donc on a vraiment des marins qui vont partir avec cette montre. Et moi qui me déplace forcément maintenant sur les différentes bases pour les rencontrer pour divers sujets par rapport à sur quoi on travaille avec eux, je vois des marins, je vois des pilotes, je vois qui portent nos montres, et ça c'est plutôt cool, quoi. Tu vois, c'est il y a cool. un côté et même gratifiant. pour celui qui achète celle en série, il se dit c'est un outil que des marins actuellement utilisent. Exactement. Donc, nous, on pourrait faire une série de 2. Ouais, série de 2 pour notre Moi, régiment. Ok, c'est intéressant, c'est cool. Bon, c'était sympa de t'avoir. Avec plaisir. Pour le mot de la fin, alors si je peux me permettre. Il connaît nos vidéos, il sait qu'il regarde par l'ombre. Donc là, on peut lancer le jingle, le mot de la fin. Pour le coup, j'ai manqué à mon devoir. J'ai oublié quelque chose, mais promis, je vais vous le faire envoyer rapidement. C'est de la sapinette. De la sapinette. Parce qu'ils étaient nombreux à dire, mais c'est quoi la sapinette? Parce que toi, tu connais, par contre, toi, je suis pas sûr. Je ne connais pas la sapinette. Non, il connaît pas. Et je le tease avec ça depuis un moment. Il me dit un jour, tu boiras de la sapinette, mais je ne l'ai jamais vu encore. C'est promis. Il y aura de la sapinette c'est bientôt. Promis. Regardez un peu la boîte aux lettres dans les prochains jours. On va faire parvenir de la sapinette. Bon, parfait. On vous mettra ça en story, la petite bouteille de sapinette. Et sur le mois de mai, toutes les Montiema achetées en boutique sont accompagnées d'un shooter de sapinette. Un verre de sapinette. Ouais. Ça pourrait être sympa. Je sais pas si on a le droit de faire ce genre de partenariat. Je pense pas. Je pense qu'on devra couper cette partie sur YouTube. Merci Aurélien. Il faut boire avec modération. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. Merci. Pour cet échange passionnant, c'était cool d'en savoir plus sur toi, de parler un peu d'IEMA. On a passé un bon moment pour on te garde jusqu'à ce soir. Ouais, exactement. C'est ça. Ouais. J'espère qu'on sera nombreux. Donc, bon, on va passer un bon moment, c'est sûr. Merci beaucoup. Avec plaisir. À plus tard. À bientôt. À bientôt.